À l'âge de 30 ans, je pensais avoir enfin échappé à l'emprise de ma famille. J'avais bâti une start-up technologique à partir de rien, j'y avais investi toute mon énergie et je l'avais transformée en une affaire valant une petite fortune. J'avais sacrifié mon sommeil, mes relations et des années de ma vie pour en arriver là. Mais pour ma famille, cela n'était jamais assez. Samedi dernier, lors d'un dîner de famille, mes parents se sont penchés au-dessus de la table. Avec des sourires suffisants et ont lâché une bombe, demain, nous emménageons dans ton appartement. Sans aucune excuse. Ma sœur, avachie à côté de son petit ami, hochait la tête comme si c'était déjà acté. Leur visage brillait de certitude, s'attendant à ce que je me plie comme je l'avais toujours fait. J'ai simplement souri et répondu, très bien, mais n'oubliez pas d'apporter 860 000 € avant demain matin. La table est tombée dans un silence de mort. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais déjà fait un mouvement qu'ils n'avaient pas vu venir. En grandissant dans notre modeste maison en briques dans la banlieue de Versailles, j'avais l'impression de vivre deux vies distinctes sous le même toit. J'étais la fille aînée, celle de qui l'on attendait qu'elle se débrouille seule, tandis que ma jeune sœur, Laurie, recevait tout sur un plateau. Mes parents payaient chaque année ses frais de scolarité dans une école privée. UP, vantant son potentiel malgré ses notes médiocres et ses cours séchés. Il lui avait offert une décapotable rouge qui rutilait dans l'allée, alors que je me rendais au lycée public à pied avec un sac à dos rempli de manuels d'occasion que j'avais acheté moi-même. Ses cours de peinture, ses séjours linguistiques à l'étranger, il finançait tout, qualifiant cela d'investissement dans son esprit créatif. Quant à moi, on me disait de me contenter de ce que j'avais. Elle ne se contentait pas de prendre à mes parents. Elle me prenait tout à moi aussi. Adolescente, elle m'empruntait de l'argent, en promettant de me rembourser, ce qu'elle ne faisait jamais. Quand je lui en faisais la remarque, elle ricanait en disant que j'étais simplement mesquine. Mes parents prenaient toujours sa défense, me disant que je devrais faire preuve de plus de générosité en tant que sœur aînée. Le coup le plus dur fut quand j'ai obtenu une bourse partielle pour étudier à Londres. Ce même printemps, mon père a dû subir une opération d'urgence et les factures hospitalières sont tombées. Mes parents n'ont pas demandé à Laurie de contribuer, disant qu'elle était trop jeune. Ils se sont tournés vers moi. J'ai renoncé à ma bourse, je suis resté à la maison et j'ai pris un travail dans une supérette pour aider à éponger les dettes. Ils m'ont remercié une fois, puis sont immédiatement revenus à l'heure louange habituelle sur les derniers tableaux de Laurie. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Je serai toujours celle sur qui l'on s'appuie, jamais celle que l'on célèbre, alors j'ai cessé d'attendre leur approbation. Je me suis plongé dans mes études, j'ai travaillé de nuit et j'ai ouvert un compte épargne en secret. À la fin de mon année de terminale, j'avais assez pour couvrir mon premier semestre à l'université sans leur aide. Laurie, elle, avait échoué à la moitié de ses matières, mais elle a tout de même eu droit à une fête de fin d'année avec un traiteur, tandis que je restais dans mon coin, planifiant tranquillement mon départ. L'université est devenue mon terrain d'épreuve. Je me suis inscrite dans une faculté locale avec une bourse partielle et j'ai cumulé 2 emplois pour payer le reste, serveuse dans une brasserie et secrétaire médicale à l'hôpital. La plupart des nuits, je ne dormais que 5 heures. Mes parents, pendant ce temps, payaient l'intégralité des frais de scolarité de Laurie dans une école d'art privée où elle passait son temps à poster des photos à la plage et à faire la fête. Lors d'une de mes rares pauses, j'ai rencontré Daniel dans un café du campus. C'était un ingénieur logiciel autodidacte, animé par la même ambition que moi. Nous nous sommes liés grâce à nos nuits blanches et nos projets parallèles. Il est devenu mon pilier. La seule personne qui percevait réellement ma détermination sans me faire sentir que je devais m'en excuser. À cette époque, je suis tombé sur une formation en ligne sur les technologies de santé. Quelque chose a fait tilt.
L'idée d'utiliser des logiciels pour aider les gens à surveiller leur santé à distance me semblait concrète et digne d'être poursuivie. J'ai commencé à faire un stage dans une petite start-up travaillant sur une application de suivi santé, non rémunérée au début. J'ai investi 2000 € provenant de mes pourboires de serveuse dans leur projet naissant et j'ai passé mes heures libres à coder et à analyser des données. Je n'apprenais pas seulement, je bâtissais quelque chose que je pouvais contrôler. À la fin de mon cursus, j'ai été diplômé avec mention, avec moins de dettes que quiconque, car j'avais travaillé jusqu'à l'épuisement. La start-up m'a embauché à temps plein et, au cours des 5 années suivantes, je suis passé de stagiaire à développeuse principale. Nous avons signé notre premier contrat avec un grand hôpital, dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires, et ma part dans l'entreprise n'a cessé de croître. À 27 ans, j'ai acheté un modeste appartement d'une pièce en périphérie de la ville. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste le mien. J'ai pensé que peut-être, s'ils voyaient ce que j'avais bâti, quelque chose changerait en eux. Alors, à 28 ans, je les ai invités à visiter nos bureaux quand nous avons atteint notre premier million. Mes parents se sont promenés, les yeux écarquillés devant les écrans et l'équipe en effervescence. Ma sœur suivait derrière en prenant des photos pour ses réseaux sociaux. Ils ont dit des choses comme « C'est impressionnant, tu as bien réussi ». Mais ensuite sont venues les questions. Mon père m'a interrogé sur la valorisation de l'entreprise et sur la valeur de mes parts. Ma mère a insisté, tu gagnes bien ta vie maintenant, n'est-ce pas? La famille doit s'entraider. Laurie a suggéré que je pourrais partager mes richesses pour faciliter la vie de tout le monde. Leurs mots semblaient chaleureux, mais leurs yeux disaient tout autre chose. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, j'ai repassé chaque mot dans ma tête. Daniel, allongé à mes côtés, a souligné calmement ce que je ressentais déjà mais refusais d'admettre, ils n'étaient pas venus pour me célébrer, ils étaient là pour évaluer ce qu'ils pouvaient soutirer. Quelques mois plus tard, ma tante Carole, la sœur aînée de mon père et la seule parente qui avait toujours été honnête avec moi, m'a appelé tard dans la nuit. Sa voix était basse, Brenda, tes parents sont dans de sérieux ennuis. Ils ont accumulé plus de 50 000 € de dette de crédit pour financer le loft de Laurie dans le centre et payer ses voyages. Elle m'a prévenu qu'ils comptaient sur moi pour les sortir de là, misant sur mon succès pour réparer leurs erreurs. Le lendemain, j'ai surpris mon père au téléphone dans le salon, pensant que je n'étais pas là, Brenda a ce grand appartement maintenant. On peut emménager, économiser sur le loyer et là. Pousser à mettre la main à la poche. C'est la moindre des choses. Je me tenais derrière la porte, le cœur battant, et chaque souvenir m'est revenu en mémoire. L'argent prêté qui n'était jamais revenu. La bourse à laquelle j'avais renoncé. Les années de silence pendant qu'il chantait les louanges de Laurie. Il ne s'agissait pas de trouver un logement. Ils voyaient mon foyer, ma vie, comme leur filet de sécurité personnelle. Cette semaine-là, j'ai appelé Patrick, un avocat recommandé par un collègue. Nous nous sommes rencontrés dans son petit bureau rangé, et j'ai mis carte sur table, mes parts dans la start-up, les plans de ma famille, tout. Il a évalué mes parts à un peu plus d'1 million d'euros et m'a regardé avec sérieux. Tu dois protéger ça, a-t-il dit. Nous avons conclu un accord pour transférer l'intégralité de mes parts vers un fonds de capital risque pour 860 000 €. Une transaction nette qui serait verrouillée et finalisée avant que ma famille ne puisse interférer. J'ai signé les papiers en secret et n'en ai soufflé mot à personne, sauf à Daniel. Et ce n'est qu'après avoir craqué un soir en mangeant, la voix tremblante, en lui avouant la vérité, ils ne sont pas fiers de moi. Ils veulent juste ce que je possède. Il a pris ma main et a dit, tu as toujours été plus forte qu'ils ne le pensent. Je me suis également confié à Sharon, une collègue devenue
L'une de mes amies les plus proches et une partenaire commerciale potentielle. Elle avait traversé ses propres drames familiaux et ne m'a pas épargné, ils feront pression davantage quand ils réaliseront que tu ne cèdes pas. Sa clarté m'a aidé à me préparer à ce qui allait suivre. Ce samedi soir-là, dans un restaurant du centre-ville, la tension était palpable avant même que quiconque n'ouvre la bouche. Mes parents étaient assis en face de moi, l'air satisfait. Comme des gens qui avaient déjà gagné. Laurie était avachie à côté de son petit ami Brian, jetant à peine un regard vers son téléphone. Daniel était assis à mes côtés, stable comme toujours. Tante Carole observait en silence au bout de la table. Mon père s'est penché en avant. Brenda, nous avons décidé que nous emménagions dans ton appartement demain. Il y a assez de place et il est temps que tu nous aides. Ma mère a acquiescé, c'est ce que font les familles. A-t-elle ajouté, comme s'il ne s'agissait que d'une simple question de logistique. J'ai laissé les mots flotter. Puis, j'ai posé ma fourchette, j'ai souri et j'ai dit, c'est intéressant, parce que j'ai déjà vendu 7 appartements pour 860 000 €. Si vous voulez emménager, apportez cette somme. Avant demain matin. Le silence qui a suivi était total. La mâchoire de mon père s'est crispée. Le sourire de ma mère a disparu. Le téléphone de Laurie est tombé sur la table. Brian nous a fixés, la fourchette figée en l'air. Laurie a repris ses esprits la première, tu es tellement égoïste. Tu as toujours tout gardé pour toi. Brian a renchéri, balbutiant que je me prenais pour quelqu'un de supérieur, que j'avais toujours été jalouse de Laurie. Mon père s'est penché, froid et calme, menaçant de s'assurer que tout le monde en ville sache quel genre de fille j'étais. Ma mère a laissé des larmes monter à ses yeux, après tout ce que nous avons fait pour toi. Tous les sacrifices que nous avons consentis. Je l'ai regardé et j'ai dit, tu parles des sacrifices que moi j'ai fait, comme renoncer à ma bourse pour payer vos factures. Ma voix n'a pas tremblé. J'en ai fini d'être votre filet de sécurité. Ces mots ont été comme un long soupir après des années passées à retenir mon souffle. La main de Daniel a trouvé la mienne sous la table. Tante Carole a fait un lent signe de tête de l'autre côté de la salle. Sur les visages de ma famille, la colère, le choc et le désespoir se succédaient, mais j'ai soutenu chacun de leurs regards. Sans ciller. Les conséquences ont été immédiates. Dès lundi, Laurie a inondé les réseaux sociaux de publications me traitant de sans-cœur et d'avare, photos larmoyantes à l'appui, suscitant une vague de commentaires de personnes avec qui nous avions grandi. J'ai regardé de vieux liens se briser et je n'ai rien dit. Répondre n'aurait fait qu'alimenter son récit. Une semaine plus tard, mes parents se sont présentés à mon bureau sans prévenir. J'étais en pleine présentation avec ma patronne, Rebecca, quand la voix de mon père a tonné dans l'espace de travail, nous méritons notre part là-dedans, a-t-il crié. Ma mère a suivi, gesticulant, racontant à quiconque voulait l'entendre que j'avais volé leur avenir. Mes collègues étaient figés. J'ai fait un pas en avant, j'ai gardé une voix basse et, lorsqu'ils ont refusé de partir, j'ai appelé la sécurité. Ils ont été escortés vers la sortie alors que ma mère hurlait que je le regretterais. Je suis resté droite et je suis retourné travailler. Ce soir-là, Patrick a confirmé que l'accord était blindé. Aucune base pour une action en justice, rien qu'il ne puisse toucher. Tante Carole m'a appelé plus tard pour me dire que mes parents avaient contracté une seconde hypothèque sur la maison familiale pour couvrir les dépenses de Laurie. Ils se noyaient dans les dettes qu'ils avaient eux-mêmes créées et me blâmaient encore pour leur situation. Cette semaine-là, j'ai pris ma décision finale. J'ai bloqué leur numéro, tous. C'était comme couper une corde qui enserrait ma gorge depuis des décennies. 6 mois plus tard, Daniel et moi nous sommes mariés lors d'une cérémonie intime dans un parc local.
Juste nous, quelques amis proches et tante Carole, rayonnante au premier rang. Pas de réception somptueuse, pas de mise en scène, juste un engagement sincère entre deux personnes qui s'étaient choisies. Nous avons emménagé dans un agréable 2 pièces en bordure de ville. Et nous passions nos soirées à déballer des cartons, à rire devant un repas, emporter, et à bâtir une vie qui nous appartenait entièrement. Sharon et moi avons investi la majeure partie des 860 000 € dans une nouvelle entreprise. Une application de suivi de la santé mentale qui combinait tout ce que j'avais appris au fil des années. En quelques mois, nous avons lancé l'application, signé des contrats avec des cliniques locales et atteint notre premier seuil de rentabilité plus rapidement que prévu. Nous avons recruté 3 nouveaux développeurs, et le travail semblait enfin vivant. Doté d'un sens, le mien, d'une manière qu'il n'avait jamais été auparavant. Ma famille, elle, a dû affronter le poids de ses propres choix. Laurie et Brian se sont séparés après une violente dispute financière. Elle a déménagé dans un petit studio et a commencé à travailler dans l'administration d'une agence immobilière. Ses publications sur les réseaux sociaux sont plus discrètes désormais, ne vivant plus au crochet de la carte de crédit d'autrui. Mes parents ont vendu la maison familiale pour éponger leurs dettes et ont emménagé dans un appartement de retraite basique, continuant de grogner auprès de quiconque veut les écouter. Que je suis la seule responsable de leur situation. Je n'éprouve aucune culpabilité. Avec le recul, je vois les choses clairement. Fixer des limites n'était pas de l'égoïsme. C'était une question de survie. Ma famille a passé des années à supposer que je plierais toujours, que j'absorberais toujours les conséquences de leurs actes, que je ferais toujours passer leur confort avant mon propre avenir. Ce qu'ils n'avaient jamais pris en compte, c'est le jour où j'arrêterai. J'ai bâti tout ce que j'ai de mes propres mains. Avec Daniel à mes côtés, Sharon qui me pousse à aller de l'avant et tante Carole qui me soutient fièrement depuis les coulisses. Ce sont ces personnes qui m'apprécient pour ce que je suis, et non pour ce qu'elles pourraient m'extorquer. Et pour la première fois de ma vie, cela représente bien plus que tout ce qu'ils auraient pu m'offrir.